Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une émission qui devrait nous renseigner sur quelque chose qu'on pense connaître, mais que dans le fond, on ne connaît pas tellement. C'est la réalité des personnes autistes au Québec. Il y a eu des téléséries, télé-réalités où on nous a montré des portraits d'un type d'autisme, mais le spectre est très large. Et il y a un groupe de personnes autistes qui a décidé de faire une déclaration solennelle, un peu comme le refus global. Vous vous souvenez du refus global dans les années précédant la guerre? Des artistes québécois qui avaient dit la façon de structurer, de procéder et de penser l'art au Québec, c'est à éclater, il faut qu'on aille ailleurs. Alors, ces personnes autistes sont venues ce soir, j'en ai 3 avec moi, et elles vont m'expliquer ce que ça veut dire. Et là, ce qui est nouveau, c'est que ce sont des personnes autistes qui vont parler d'autisme. J'ai souvent eu des gens qui étaient des spécialistes ou des parents ou des gens, des tuteurs qui venaient me parler accompagnés d'une personne autiste qui n'était pas trop en mesure de s'exprimer à côté. Et on apprenait l'à côté de l'affaire. Là, on va parler directement avec des gens concernés, signataires de ce manifeste-là, que j'ai lu tantôt et qui est très intéressant, qui nous permettra davantage de comprendre ce qu'ils vivent, mais aussi ce que nous pourrions faire pour améliorer leur vie. Avec moi, Nolia Bélanger, fondatrice et initiatrice de ce projet-là, Patricia Daille, artiste, et Isabelle Paul. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Nolia qui a lancé cette idée-là, parce que vous êtes tous des personnes autistes, et j'ai lu la déclaration. Ce que vous voulez dire, c'est que on n'est pas tous dans le même chapeau. Entre autres, quand on parle d'autisme, on parle souvent de déficience intellectuelle. Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, parle-moi du pourquoi de ce manifeste-là. Oui, alors, dans le fond, on a créé ce projet-là parce qu'on voulait faire voir une autre perspective de l'autisme, une autre version de ce qui est en ce moment disponible dans les médias. On voulait aussi montrer une parcelle du spectre qui n'est pas en ce moment visible dans les médias, dans la société. Vraiment, ce qu'on appelle l'autisme invisible, dans le fond, et sans déficience intellectuelle. Mais on veut inclure tout le monde. Dans le fond, ce manifeste-là, c'est vraiment, on veut changer les choses pour toutes les personnes autistes. Et c'est vraiment un par et pour, c'est vraiment pour les personnes autistes, par les personnes autistes. Alors, dans le fond, le projet a vraiment été créé pour dénoncer ce qui ne va pas dans la société par rapport à l'autisme, par rapport aux programmes gouvernementaux, par rapport aux organismes qui nous accompagnent à leur manière, mais souvent mal accompagnés. Et c'est aussi pour faire entendre nos voix, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment pour que nous puissions parler pour nous et enfin nous montrer, en fait. C'est vraiment nous mettre de l'avant pour faire éclater la vision de la société. Parce qu'avec les docu-séries qu'on a vues ces dernières années, on a vu des jeunes qui deviennent adultes. On a beaucoup vu ça, le fils de Charles Lafortune, entre autres. Et on comprend les difficultés parce que déficience intellectuelle, il y en a qui ne sont pas capables de s'exprimer. Manifestement, vous parlez, il n'y a pas de problème. Mais quel est vos... Parlons de ce que vous êtes, puis après ça, on parlera du principe. Vous avez été diagnostiqué autiste quand? Moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 45 ans, en 2014. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais différente des autres. Mais pourquoi? De par mes réactions en société, je me suis jamais sentie à ma place, autant en classe, parmi les gens, tout ça. Et par ailleurs, je pensais que les gens étaient comme moi, mais au fil des années, j'ai compris que vraiment, j'étais différente. Alors donc, en 2014, j'ai dit, bon, mais là, je fais le bon. Je vais aller voir pour savoir enfin mettre un nom sur la personne que je suis. Mais entre parenthèses, en 2000, on m'avait diagnostiqué TDA avec anxiété généralisée, mais on m'avait dit, vous êtes très rigide. Alors, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup.
Fait qu'en 2014, moi, j'ai décidé d'y aller et je le savais. Je savais que je l'étais. Et bon, suite aux analyses, tout ça, aux examens, on m'a dit que j'étais autiste. Et ça change quoi, là? Vouloir le savoir, une fois qu'on le sait, qu'est-ce que ça nous donne dans la vie de le savoir? Parce que vous aviez des comportements, vous sentiez que socialement, c'était peut-être pas adéquat. C'est ça? Oui, mais pour moi, ça a été une nouvelle naissance. Ah ouais? Ça a été une naissance pour moi parce que enfin, je pouvais vivre vraiment de dire au monde entier, oui, je suis différente, mais ça porte un nom, je suis autiste. Et c'était comme, maintenant, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir le dire aux gens, la personne que je suis, de faire les choses qu'auparavant, je n'aurais pas pu faire. Mais donnez-moi des exemples de ce qui vous faisait dire que vous aviez quelque chose. Parce qu'on dit que des fois, il y a l'hypersensibilité quand tu touches à quelque chose ou tu entends les bruits forts. Effectivement, au niveau des hypersensibilités, j'étais une personne qui était très hypersensible. Au niveau du bruit, je ne comprenais pas pourquoi, moi, les sacs de chips ou les papiers, que j'en pleurais parce que ça me faisait tellement mal aux oreilles, ou quelqu'un me touchait, je pouvais devenir assez agressive. Ah ouais? Oui, parce que le toucher, pour moi, c'est comme... c'est agressant. C'est comme aussi au niveau de l'ouïe. J'ai toujours dit dans mes conférences, mes oreilles pleurent quand j'entends quelqu'un prendre un sac. Au niveau visuel aussi, la luminosité. Et ça peut fluctuer d'une journée à l'autre. Une journée, je peux être correcte, j'ai pas de problème avec les lumières, mais une autre journée, je dois tout fermer mes rideaux parce que la lumière m'agresse, les sons, c'est ça, oui. Donc c'est habiter le cocon, là, parce qu'on a souvent donné cet exemple-là quand on parle d'autisme. Vous aviez votre cocon. Oui. Isabelle? Oui. Ça a commencé à quel âge? Comment vous êtes rendu compte de ça, là? Bien, moi, comme eux autres, j'étais convaincu que je l'étais, mais tout le monde me disait non, ça se peut pas, t'es volubile, tu parles à tout le monde. Puis, mais il y avait des choses que je me disais non, j'étais convaincu que je l'étais. Et puis, à un moment donné, bien, c'est ça, je me suis décidé à aller passer un diagnostic autiste. Et puis, quand la psychologue m'a expliqué pourquoi elle pensait que j'étais autiste, ça a fait comme, bon, enfin, pour la première fois de ma vie, je sais où est-ce que je m'en vais. Parce que ne pas le savoir, c'était anxiogène? Bien, absolument, c'est la fin du monde. C'est comme, tu sais, tu cherches, puis tu trouves pas. Donne-moi un exemple de quelque chose qui va vous décourager. Comment ça se fait, là? Je ne suis pas comme tout le monde. J'ai travaillé 50 ans, j'ai changé 50 fois de job. Ah ouais? Ouais. Mais c'est sûr que je suis né en 52, là, tu sais, fait que l'autiste, dans ce temps-là, là, on te tape pas ses fesses, puis non, t'es pas... T'as même pas question d'autiste, là, t'es paresseux, tu veux pas, tu veux passer, fait que j'ai appris, fait que là, quand j'arrivais devant un emploi, là, dans une... bien, je savais quoi dire, je savais quoi faire, j'étais volubile, ça allait bien, ça. Mais 2-3 mois après, il s'apercevait que, bon, je n'étais pas aussi sociable. Pourquoi vous aviez des tics ou... non, c'est la proximité, parce qu'on disait tantôt qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de se faire toucher. Non, moi, j'ai pas de problème avec le toucher, la lumière, le bruit, ces choses-là. Je porte des appareils aujourd'hui, c'est pas pour rien. J'ai une perte auditive. Mais socialement, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait jamais. C'était comme... On m'engageait pour réparer. J'ai été mécanicien machiniste toute ma vie. On m'engageait pour réparer, puis moi, ben, j'ai une machine là, on me dit « répare la machine ». Ben, je répare la machine. Mais là, les autres gars étaient maudits parce que les autres, ils comptaient là-dessus pour avoir d'ouvrage fait d'overtime. Là, à réparer, ils n'ont plus besoin d'y aller. OK, fait que là, ils s'arrangeaient pour me blâmer sur à peu près tout ce que c'est que tu peux imaginer. Donc, c'est compliqué de s'intégrer. C'est impossible. Un moment donné, là, j'allais régler une machine. Quand moi, je la réglais, ça fonctionnait 3 mois de temps. Les gars étaient contents, ça allait bien, puis tout ça. Quand les autres y allaient, ça fonctionnait 2 semaines, ça pétait, ça cassait, ça faisait tout le temps.
Mais il me blâmait moi parce que les boulons étaient trop serrés. Ah, ouais. Écoute, tu m'agaces pour réparer ou pas, là? Puis vous vous sentiez toujours à part des autres? Tout le temps, tout le Puis temps. c'est eux autres qui vous congédiaient ou c'est vous qui partiez? Ou... Ben, la plupart du temps, j'étais mis à pied, là. Ah, OK. Il n'y avait pas de raison pour me mettre dehors. Fait que, ben, on n'a plus d'ouvrage, là, puis... Vous avez changé de genre depuis 2 ans, vous dit. Là. Oui. Et est-ce que ça a rapport, ça, dire, bon, ben, je suis mal dans ma peau, je suis autiste, oui, mais je suis peut-être pas le bon genre, je ne suis pas un homme, peut-être que je suis une femme. Est-ce que... Il y a eu ces désirs-là depuis l'âge de 8 ans, là, que j'adore les lignes de femmes, je veux être une femme, mais j'avais tellement de choses à régler que je me disais, si je change de sexe, ça ne changera rien. Là, je vais avoir encore les mêmes problèmes. Il fallait que je trouve la base du problème. Il fallait que je sache là, que j'étais autiste, que je C'était pas l'inverse, parce qu'on aurait pu penser que c'était l'inverse. On pourrait dire, bon, il n'était pas à l'aise dans son genre et c'est pour ça qu'il était plus instable. Non, vous étiez instable à cause de votre condition. Parce que j'étais autiste et aussi parce que de la façon dont j'ai été traité à cause que j'étais autiste. Une fois que j'ai eu mon diagnostic d'autisme, après ça a été comme une évidence pour moi que j'avais un stress post-traumatique complexe qui n'a jamais été reconnu, que je n'étais pas capable d'expliquer. Parce que je suis trop volubile. Quand je suis en entrevue comme ça va bien, je souris, je suis content, je parle, puis j'explique toutes mes affaires. Là, les gens me disaient, ben non, t'as pas de stress post-traumatique. Non, oui, un post-traumatique à quoi? C'était quoi votre traumatique? Ben, c'est que de la façon dont j'ai été traité dans ma famille, mon père me disait, t'es donc bien sans dessin, t'arrives pas avec les mêmes réponses que tout le monde. Ah, OK, parce que vous étiez différent à cause de l'autisme. Différent. Dans votre famille, ça n'a oui. pas passé. Oui. Alors que quelqu'un qui a une condition intellectuelle différente va manifestement être repéré comme tel. Aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, vos parents auraient réagi de la même façon, vous aviez été déficient intellectuel, mais aujourd'hui, on va réagir différemment. Donc, c'est là le flottement là, entre les autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle et ceux qui en ont. Là. Bien, en fait, moi, je ne parlerai pas pour les personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle, je n'en ai pas. Mais par contre, moi aussi, c'était un parcours du combattant pour obtenir mon diagnostic. Parce qu'en fait, le problème, on est autiste. On le sait tout de suite à 2, 3, 4 ans? Ma mère, elle l'a su ouais? très, très, très tôt. Qu'est-ce qui lui faisait dire ça? J'étais un bébé qui pleure pas, qui mange pas, qui était incapable de prendre dans ses bras. Il y avait différents pyjamas, les textures. Il y a des pyjamas où est-ce que je pleurais, il y en a d'autres où est-ce que je pleurais pas. Et dans le fond, ma mère habitait dans le sous-sol d'une maison, puis la propriétaire de la maison, ma mère venait d'accoucher il y a comme 1 mois. Puis la propriétaire est descendue en mode, ben voyons, tu sais, t'as-tu ton bébé? Puis ma mère était comme, ben oui. Je pleurais tellement pas, je faisais tellement rien comme bruit. Puis dans le fond, moi j'avais une condition aussi, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, je faisais des convulsions fébriles. Fait que dans le fond, on m'amenait souvent à l'hôpital et tout. Et dans le fond, même là, tu sais, les médecins disaient, voyons, tu sais, il y a quelque chose. Puis j'ai passé des électroencéphalogrammes pendant presque toute mon enfance. Puis, à un moment donné, le neuropédiatre a dit à ma mère, il y a quelque chose de bizarre, entre parenthèses, mais ça devrait aller, parce que c'est pas grave. T'sais, elle n'a pas de maladie, elle n'a rien. Puis, en fait, dans les dernières recherches et tout, bien, ils sont en train de trouver que, justement, il y a peut-être un circuit électrique dans le cerveau des personnes autistes qui sont un peu différents. Puis en fait, c'était juste ça. Mais parce qu'il y a 35 ans, il y a 30 ans, les filles étaient pratiquement pas diagnostiquées. Oui, dans votre manifeste, vous en parlez que les filles étaient pas traitées, ne sont pas traitées encore de la même façon. Moi, ce qui m'a frappé là, dans le manifeste, vous dites, entre autres, quand on est jeune, comment vous appelez ça? Le flapping. Le flapping. Oui. Alors, l'émotion est tellement vive, je ne sais pas si vous en avez fait un et l'autre, là, mais qu'on a besoin de bouger puis de claquer des mains. Vous en avez fait? Mais ça, c'est pas seulement à l'enfance. Le problème, c'est que
la société a un peu l'impression que l'autisme disparaît avec le 18 ans magique, là. Mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est le camouflage social qui prend le relais. Puis en fait, on va faire du flapping en dessous des tables. Moi, depuis que je suis arrivée, je suis comme ça en dessous, tu sais, puis je suis serrée, puis jusqu'à me faire mal, parce que justement, c'est pour canaliser, en fait. Et vous dites que c'est pire pour les jeunes filles parce que un petit gars qui ferait ça dans le centre d'achat, il y a moins une vision moins négative qu'une petite fille qui le ferait. Là. Oui, c'est un peu ça. C'est l'éducation des jeunes, des filles, en fait. Même si la personne n'est pas autiste, on va quand même éduquer une petite fille en mode, sois calme, ma petite fille est belle et tout. Puis le petit gars, même s'il crie puis il fait des tours sur lui-même, on va dire quand même un peu moins. Puis ça, c'est intégré quand même très, très tôt. Puis en plus, chez une personne autiste, on essaye de passer le plus possible sous le radar. Puis en fait, c'est ça le camouflage social, c'est vraiment ça va pas être écrit dans notre front qu'on est autiste, mais je pense que toutes les trois autour de la table, demain, on va être morts de fatigue. C'est ce que j'ai compris. Aussitôt que vous décrivez une journée type. Puis, tu sais, ce qu'on a vu à la télévision, puis moi, j'ai fait plein d'entrevues avec des gens autistes, des familles autistes, mais rarement, là, je me souviens d'une femme qui était une bolle en mathématiques et qui était elle-même autiste. Et elle atteignait des degrés de raisonnement parce que, disait-elle, elle a réussi à rentrer en elle. Je me souviens même d'avoir vu une entrevue en deux. Je pense qu'il y avait un physicien qui était prix Nobel qui discutait avec un mathématicien qui était lui aussi prix Nobel. Et ce qu'il disait, ça me prend. Les deux étaient d'accord pour dire que ça me prend des heures pour rentrer dans moi puis à élaborer mes formules mathématiques pour me rendre où j'étais rendu dans mon raisonnement la veille. Puis là, je poursuis mon raisonnement. Puis quand je ressors de ma pensée, je me dis, oh shit, il faut que j'explique ça à quelqu'un. Je ne suis pas capable. Alors, il est capable d'atteindre des degrés extraordinaires de raisonnement, mais quand il retombe, là, et puis il faut qu'il sorte de son cocon, il dit, je suis pas capable. Tu sais, c'est une super bolle, puis il dit, je suis pas capable de communiquer. Donc c'est un peu peut-être ça en moins pire. Là, un peu notre univers, oui. Comme vous disiez tantôt, qu'est-ce que ça peut être? Bon, une journée typique pour une personne autiste qui se lève le matin, bien, il n'y a pas une journée qui est pareille. Si on prend du côté sensoriel, on peut se réveiller en hypo ou en hyper où tout nous tombe sur les nerfs, on a une difficulté à fonctionner. Mais moi, personnellement, parce que chaque personne autiste le vit différemment, son autisme à l'intérieur, moi, je suis une personne quand même assez rigide. Le matin, souvent, je me lève à la même heure. J'ai ma routine. Et surtout au niveau alimentaire, si je n'ai pas les mêmes aliments dans mon assiette, ou on a oublié hier d'aller chercher des raisins ou des amandes, bien là, ma journée, on commence déjà avec un facteur qui manque, quelque chose dans mon assiette, ma journée est bousillée. Ah ouais. Donc la routine, c'est bien, bien important. La routine, pour moi, c'est très important parce que si je n'ai pas eu le matin ce que j'avais à avoir, pour m'auto-régulariser, bien, le soir, le déjeuner que je n'ai pas pu prendre le matin, bien, je le reprends le soir pour boucler la boucle. Donc, il faut y avoir pensé pas mal tout le reste de la journée? Oui, ça peut être très stressant. Ça nous rend, en tout cas, moi, ça me rend anxieuse parce que là, je me dis, bien là, j'appelle mon conjoint, je lui dis, as-tu été chercher les raisins? Oui, puis après ça, il n'y a aucun problème. Fait que le soir, au lieu de prendre un souper comme tout le monde, je reprends mon déjeuner du matin. Pour boucler, pour vraiment me sentir, c'est fait. Mais dans le manifeste, il y a aussi un exemple, il y a le matin, mais le reste de la journée, à classer la vaisselle, toutes des choses routinières qu'on fait, nous, dans la vie. Et vous dites, ça nous prend un degré de concentration qui est plus épuisant que celui d'une personne qui n'aura pas ça. Là. Surtout les alignements des objets. Comme moi, j'aligne beaucoup les objets chez moi, puis je ne m'en rends pas toujours compte, mais ça m'épuise. Une porte qui va être à 2 mm d'ouverte, je vais la fermer. Une chaise qui va être un petit peu trop reculée, je vais l'avancer. Les rideaux, il y a un petit quart de pouce qui est trop ouvert, bien, je vais la refermer. Fait que tout accumulé, à la fin de la journée, bien, moi, je sais que je suis lavée, je suis épuisée. Et des fois, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est là qu'arrive parfois, puis on va en parler, des effondrements. Parce qu'on a eu une grosse journée à faire tout ce qu'on doit faire.
Et l'autre chose aussi, c'est que moi, je peux me lever le matin et partir sur un sujet parce que, bon, j'ai lu le soir avant de me coucher. Bon, je sais pas, la neurologie, la naturopathie, la médecine, tout ça. Le matin, je me lève, puis je suis vraiment mindée et je répète tout ce que j'ai appris via Internet ou dans les livres parce que c'est un besoin de réexpliquer, parfois avec difficulté, mais j'y parviens. Donc, c'est un côté obsessionnel qu'on peut dire? Une fois Pas qu'on a l'idée nécessairement. entre les deux oreilles, elle ne sort pas? Ou... Moi, je dirais pas obsessionnelle. Plus, ça fait partie de moi, de ma curiosité intellectuelle. Moi, j'appelle ça ma nourriture intellectuelle. Ouais, Mon ouais. cerveau a besoin de ça. Il a besoin de comprendre le fonctionnement. Cette pression-là là, qui vient du fait qu'il faut se concentrer, Isabelle, quand vous disiez, je perdais mes jobs, là, j'en avais une aux 3, 4, 5, 6 mois, est-ce que c'était pas dû à ça, là, cette préoccupation-là d'être performant quand on commence, mais après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, être fatigué par tous ces détails-là qui s'accumulent? Pas pour moi, non. C'était vraiment, là, je comprenais pas pourquoi on faisait des niaiseries, comme je t'ai expliqué tantôt, là. C'était comme... socialement, là, je comprenais pas le comportement des autres. Mais comment vous exprimiez, pour partir, là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, là. Alors, qu'est-ce que vous leur disiez, là? Vous êtes dans les patates, puis je m'en vais, ou... Non, non, j'ai pas laissé beaucoup de jobs, là. Je pense C'est eux autres qui vous congédiaient. c'est eux autres qui me mettaient à pied, là. Ils se trouvaient une raison, puis bon, voilà, c'est parti. Mais votre obsession du détail ne peut pas leur avoir tombé sur les nerfs. Vous dites, j'étais performant, il y avait peut-être aussi l'obsession du détail qui va avec la performance. Oui, bien absolument, mais moi, OK, j'avais cette capacité-là. J'ai bâti des machines complètes dans ma tête. Ouais, OK. Ah, J'ai- bon, j'ai- voilà. Alors, moi, c'est un peu ce que je voulais un moment donné, comprendre. j'ai bâti une machine pour fermer les tuyaux de plomb qu'on met pour les toilettes. Là. Quand on installe une toilette, on coupe le tuyau. Puis, mais moi, là, ils faisaient les tuyaux là où ce que je travaillais. Et puis là, ils ont décidé à un moment donné de faire une machine automatique pour les faire. Bien, j'ai dit, je peux vous faire une machine qui va fermer les tops. Au moins, bien, ça va couper la moitié d'ouvrage. Fait que je l'ai faite au complet, pas des petits barbeaux ici puis là sur des feuilles. Puis quand j'ai eu fini, on est venu me dire que ça coûtait beaucoup trop cher, ça n'avait pas d'allure, puis que j'avais pas de dessin, puis eux autres, s'il n'y avait pas de dessin, ils étaient pas capables d'aller chercher des subventions. Fait que je me suis retrouvé à être blâmé pour faire une machine qui fonctionnait super bien. Et moralement, avez-vous eu des épisodes dépressifs? Parce qu'il y en a question Ben oui, aussi mais là-dedans, c'est- là, à ben se oui, remettre dehors c'était- tout le temps, là. Oui, ça a été l'enfer, ça a été difficile, mais il fallait que je continue à survivre. Là. Moi, je ne savais pas que j'étais autiste. Il fallait que je continue à lutter, il fallait que je continue à essayer de faire mieux. Je me disais, bon, un jour, je vais réussir à faire tellement bien qu'ils vont m'accepter, mais ça ne marchait jamais, puis je Mais peut-être comprenais vous mettiez pas. vraiment une pression de je vais en faire, puis je vais en faire encore plus, puis ça Non, leur c'était tombait trop encore facile plus les pour nerfs. moi de le faire. Ah, c'est parce que c'était facile. C'était C'est trop ça. facile. Il y a C'est comme, il y a comment ça se fait que vous ne comprenez pas? Voyons donc, ça fonctionne-tu? Et ça en vient à l'intelligence, parce qu'on a parlé de déficience intellectuelle, mais il y en a qui ont des compétences. Je parlais des mathématiciens tantôt, là, qui prix Nobel, etc. À cause de cette capacité d'entrer en soi, ils sont hyper performants. Ça peut tomber sur les nerfs des autres? Ou... Bien, c'est sûr et certain qu'à à force, ça peut peut-être pas taper sur les nerfs, mais ça peut déranger certaines personnes, ça Mais c'est sûr et ce certain. que j'aimerais ajouter, là, c'est qu'on a eu des réunions, là, nous autres, puis on s'est raconté nos vies, là. Puis dans ma tête, là, on a pas mal vécu la même chose. Moi, j'ai fait 50 jobs en 50 ans. Il y en a qui sont à la veille de me battre dans le groupe, là. Ah ouais? Oui. Oui. Ah ouais? Ah ouais. Oui. Vous autres aussi, Ah, vous changez de job? des gens qui sont rentrés dans des programmes spécialement pour autistes. Puis au bout d'une couple de mois, boum, 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 voilà, il n'y a plus rien qui marche. Et pourquoi donc? Bien, en fait, c'est le problème des programmes actuels, c'est qu'ils sont faits par des personnes non autistes pour des personnes autistes. Puis le problème en ce moment, puis c'est pour ça, dans le fond, qu'on a lancé le manifeste et le recueil, c'est pour faire comprendre, en fait, que ce qu'il y a en ce moment en place, jusqu'au programme d'éducation des travailleurs sociaux, des personnes qui travaillent pour l'autisme, c'est fait par des non-autistes.
Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on peut apprendre à l'école l'autisme, mais on ne pourra jamais être autiste. Dans le fond, il faudrait qu'il y ait des consultants comme vous autres. Exactement. Dans le fond, c'est un peu pour ça aussi que le manifeste a été écrit. C'est pour ouvrir une porte, en fait. C'est vraiment pour... Voilà un guide qui va pouvoir survoler plusieurs points que nous, personnes autistes, on a vu qui ne fonctionnaient pas ou qui fonctionnent un peu, mais pas dans sa meilleure forme. Puis on va vous amener des solutions. Dans le fond, la première solution, c'est de travailler avec nous et non pour nous. Parce qu'en fait, une personne non autiste, même si elle a la meilleure intention du monde, va juste pouvoir nous accompagner. Va jamais pouvoir comprendre notre façon de penser, notre façon de voir le monde. De réagir, de sentir. De sentir, tu sais, comme moi, je suis hyper sensible. Tu sais, toutes les lumières ici et tout. Oui, parce qu'il y en a, là, des oui, lumières. Il y en a beaucoup. Est-ce que ça te dérange? Est-ce qu'il faut que oui. tu te concentres là, plus? Ou... C'est sûr que, tu sais, j'étais préparée à venir ici. Fait que, tu sais, je m'étais fait mon idée, je me suis reposée et tout avant de venir ici. Mais disons que c'est tous des détails auxquels des personnes non autistes ne penseront pas nécessairement. Puis en fait, c'est le but vraiment, c'est de nous inclure autour de la table pour que nous puissions mettre en place ce qui va faire. C'est fondamental. Tant qu'à mettre de l'argent, pourquoi pas s'organiser que ça donne des résultats. Et il y a quelque chose, quand on dit qu'il faut se comprendre, il y a des choses qu'on comprend plus difficilement là, en lisant le texte, et tu l'as évoqué un petit peu tantôt. L'effondrement, parce que ça peut vous arriver à chacun d'entre vous. Vous appelez ça comment? Effondrement? Effondrement autistique. Autistique, oui. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est que ça, là? L'effondrement autistique, c'est quand il arrive plusieurs choses dans la même journée, plusieurs facteurs, surtout au niveau des imprévus. Moi, ça, c'est très difficile pour moi. Exemple, hier, mon conjoint me dit « Patricia, peux-tu descendre en bas? Il y a un ami qui va m'apporter ça. » Mais moi, j'ai figé parce que c'est un imprévu et là, la tension commençait à monter, l'anxiété. Fait qu'il me dit « Laisse faire, je vais y aller. » Fait que c'est tous des trucs comme ça ou un petit mot qu'on n'a pas nécessairement compris dans la conversation. On est allé en métro, le métro est en retard, on est allé au magasin, il n'y avait pas la tenue qu'on voulait. Fait que ça s'accumule au fur et à mesure durant la journée et l'effondrement arrive. On le sent. Moi, personnellement, je sens arriver mon effondrement. Qu'est-ce que ça fait, là? Ah, c'est le cœur. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, une défragmentation de mon corps. C'est comme si mon corps se défragmente, comme un casse-tête. En morceaux. En morceaux. Et ça fait quoi au niveau des émotions, là? Je veux dire, ça brûle, ça fait mal? Non, c'est que la tête, mon cerveau, tout ça ne suit plus le corps. Il y a comme une défragmentation au niveau de la tête et du corps. Et là, ben moi, pour ma part, je vais me coucher et j'attends. Soit qu'il y a des pleurs, des larmes qui coulent, et j'attends. C'est ce que j'ai, en tout cas, un truc que moi j'ai pour moi. Et l'effondrement, jusqu'à temps qu'il y ait une fragmentation de ma tête et de mon corps qui s'unissent ensemble pour être capable de dire, OK, maintenant, je suis capable de supporter mon corps, je suis capable de supporter ma tête, les émotions, tout est comme uni ensemble. Ça peut durer une demi-heure comme ça. J'ai déjà vu, moi, ça m'était duré pendant 2-3 jours. Aïe, aïe. Ça, c'était long. C'était le plus long pour moi parce que c'était trop. Vraiment trop. J'avais trop... fait que c'est ça. Moi, l'effondrement que je vis, ben, il se manifeste comme ça. Est-ce que c'est un peu la même chose, toi aussi? Ou? Oui, aussi. Je veux peut-être faire un point, dans le fond. Il y a surcharge autistique et effondrement autistique. Dans le fond, ce que tu as décrit, c'est peut-être plus une surcharge. Dans le fond, ça arrive vraiment à la journée. Tu as trop d'événements dans Oui, à la journée. Puis là, le lendemain, tu vas être épuisé, tu vas dormir toute la journée. Mais un effondrement autistique, c'est vraiment une accumulation, soit sur une journée qui va faire craquer parce que ça va être une trop grosse chose, mais un effondrement, c'est souvent plusieurs jours qui va mener à
une perte totale. Puis Aussi. je trouve que l'image de la... Tu n'as pas allé du jusqu'à la casse-tête qui psychose? explose. Tu n'étais plus... Bien, peut-être pas jusqu'à la psychose. Moi, la manière que je le décris le plus, moi, comment je le vis, l'effondrement, c'est une commotion cérébrale. En fait, c'est vraiment les mêmes symptômes. Je vais avoir perte de mémoire, perte de concentration, je vais avoir une perte d'équilibre, je vais avoir de la misère à parler, je vais même des fois avoir de la misère à entendre. Oui. Puis, Ah ouais. même si ça va à un point extrême, je vais même avoir la vision qui va être floue. Puis ça, c'est vraiment un cas très, très extrême. Mais dans le Mais fond, ça te prend un événement extrême avant pour arriver? prend- Plus c'est difficile avant, plus c'est gros après? Ou? ça prend une accumulation, vraiment, pour se rendre là. Moi, exemple, c'est ça, ça prend vraiment une accumulation. Une accumulation. Mais tu vas me donner un sur plusieurs exemple. jours. Donne-moi un exemple. C'est Oui. toujours avec l'exemple qu'on comprend le mieux. Oui. En fait, avant d'avoir mon diagnostic, moi, je l'ai eu en 2019. J'étais à l'emploi, dans le fond, dans un magasin d'encadrement que j'adorais. Dans le fond, il y avait, pour donner un exemple, il y avait 3000 coins de moulure sur le mur pour faire des encadrements sur mesure. Je les connaissais par cœur. Ah ouais? Ouais. Ah, quand on dit performance, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Mes collègues m'aimaient beaucoup en mode « Ah, tu sais, la petite moulure, là, avec du doré. » Oui, OK, c'est celle-là. Ah, merci. Il n'y avait pas besoin de chercher. Mais dans le fond, même si j'adorais mon travail, l'accumulation de « Ah, tu sais, il y a un client aujourd'hui, il a posé la main sur mon bras. Il y a eu un conflit avec un employé, pas nécessairement avec moi, il y a eu un conflit dans les employés. À la maison, quand je suis retournée à l'autobus, il s'est passé quelque chose. » Puis là, plus les jours avancent, plus il se passe de choses, puis à un moment donné, ça éclate. Puis en fait, moi, il fallait vraiment que j'aille voir mon médecin pour qu'il me mette en arrêt de travail parce que je n'étais plus capable de fonctionner. Puis, tu sais, les effets que j'ai décrits tout à l'heure, ça t'empêche totalement de travailler. Ça pouvait t'arriver régulièrement? Ça m'arrivait environ aux 6 mois. Ah, quand même. Puis oui, dans le fond, bien, c'est... Tu sais, avant d'avoir mon diagnostic, en fait, j'étais à l'emploi. Puis maintenant, à cause de ça, parce que c'est vraiment très, très violent quand je fais un effondrement, bien moi, je suis dans le fond, j'ai des contraintes sévères à l'emploi. Fait que, tu sais, en ce moment, je ne travaille plus et je me concentre à temps plein sur le collectif et le projet du manifeste. Là. C'est un petit peu ce qu'Isabelle a vécu, là, de coup en coup. Est-ce qu'il y avait des effondrements à chaque fois? Oui, j'en ai vécu des effondrements. Ah oui? Ça veut dire pas être fonctionnel pendant, oui. pendant combien de temps? Pas capable de rien faire. Là. C'était, les dernières années que j'ai travaillé, je n'étais plus fonctionnel du tout. J'ai été tellement chanceuse. Les 2 dernières années, j'ai pas travaillé, puis j'ai été capable de survivre. J'ai été capable de payer à 65 ans, j'ai été capable de payer pour mon diagnostic. Mais c'était vraiment là, à cause que j'étais hyper chanceuse. Là, Et vous me dites, le diagnostic a changé beaucoup, puis on va aller vers ça. Là, puis dans votre cas, le diagnostic à 65 ans, là, ça change complètement les perspectives. C'était très libérateur dans le sens que là, j'avais quelque chose pour m'aligner. Est-ce que ça a été fondamental dans votre changement de genre? Si vous n'aviez pas eu de diagnostic, auriez-vous vu... j'aurais pas été capable de régler tous mes problèmes. J'aurais pas compris que je vivais un stress post-traumatique. Là, j'ai été capable de travailler dessus. En travaillant dessus, là, ça a été moins pire. Puis là, après ça, ça a fait comme, oui, je ne mets plus le pantalon. Je me rappelle, au mois d'août, je revenais d'un pique-nique. Et puis, je m'habillais, parce que je collectionne le linge de femme depuis très longtemps. Et je mettais du cutex le soir, puis je l'enlevais le lendemain matin. Je mettais des jupes, des robes, des choses comme ça. Et puis, quand je suis arrivé du pique-nique, ça a fait comme, j'enlève plus le cutex et je ne porte plus le pantalon. Voilà. Donc, l'étape était Et là, ça a été fait. Et c'était une libération, là. Mais il a fallu avoir le diagnostic. Ensuite, travailler sur le stress post-traumatique que j'ai vécu. Capable de manager un peu cet aspect-là. Et après ça, ça a fait comme, oui, voilà, je suis une femme, et voilà. Donc, le diagnostic, on l'a dit tantôt, vous me l'avez dit toutes les deux aussi, comment ça a changé votre vie, mais ce qu'on apprend en lisant votre texte,
C'est que ça vient pas tout seul. C'est pas parce que tu veux un diagnostic que nécessairement tu l'as. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Parlez-moi des difficultés, parce que l'avoir à 65 ans, vous auriez pu l'avoir avant. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir ça juste pour avoir des excuses? Je ne sais pas comment ça se passe. Les médecins, les psychologues, les psychiatres ne veulent pas nous diagnostiquer. On dirait que c'est une maladie honteuse. Ah ouais? C'est ce que ça me laisse penser que pour eux autres, là, non. J'ai été diagnostiqué d'à peu près tout et n'importe quoi, bipolaire, Mazan, là. Ça a pris 65 ans. Mais là, avant que j'aille chercher mon diagnostic, là, il n'y a aucun diagnostic qui fonctionnait. Ça ne marchait pas. J'ai pris du Ritalin, j'ai pris du lithium, puis tout. Ça faisait rien. J'étais juste à la bombe complètement. Puis, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Tandis que là, avec le diagnostic, OK, je commence à comprendre là, que la formation que j'ai eue, oui, c'est bien beau pour me trouver un job, mais je ne suis pas capable de la garder à job, là, tu sais. Ah, je comprends très bien ce que vous voulez dire, parce que vous voyez, moi, plus jeune, j'avais des problèmes d'anxiété, d'angoisse, etc. Puis ça m'a pris une éternité avant... Une éternité, j'ai quand même allumé assez jeune, mais quand j'ai compris que c'est parce que j'étais alcoolique et que je n'étais pas en train de virer fou et que j'avais pas... quoi d'autre que j'avais rien d'autre à faire que d'arrêter de prendre un verre, puis j'ai arrêté de prendre un verre et mon anxiété a diminué. À partir du moment où tu connais la cause de quelque chose, c'est plus facile. Mais pourquoi c'est si compliqué que ça, avoir un diagnostic? Parce que toi aussi, ça a pris du temps, là. Oui, ça a pris du temps et je pense, ça c'est une opinion personnelle, c'est que les médecins, on est capable de diagnostiquer, bon, si la personne est autiste de Kanner, non-verbal, parce que c'est beaucoup plus apparent, ou une personne qui a une déficience intellectuelle. Mais comme nous, les personnes autistes Asperger, bien, physiquement, ça ne paraît pas nécessairement. Fait que ça peut comme fausser les diagnostics et tendance à mettre, bon, personnalité limite, borderline, tout ça. Alors que, bon, et aussi l'effet au niveau peut-être, bon, une connaissance plus ou moins sur le syndrome d'Asperger, parce que ça fait quand même pas longtemps qu'on en parle. On a commencé à en parler dans les années 90. Et même d'ailleurs, encore aujourd'hui, moi je me souviens, il y a 3-4 ans, j'avais mon diagnostic et je suis allée voir 2 psychiatres. Et les psychiatres, pour confirmer, bon, parce que j'avais eu un accident et j'étais sur la CSST et on voulait voir vraiment, bon. Et même les 2 psychiatres, oui, ils m'ont diagnostiqué syndrome d'Asperger, évidemment, mais je voyais dans leur regard, dans ce qu'ils me disaient, qu'il y avait une certaine... qui ne comprenaient pas nécessairement tous les... Pour faire le diagnostic, c'était difficile pour eux. Mais moi, une chance que j'avais le diagnostic de un expert en autisme, qui me l'avait donné, mais je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire auprès des médecins. Chez les médecins. Chez les médecins, ah ouais. Surtout chez les psychiatres aussi. Je ne veux pas être péjorative, mais le syndrome d'Asperger est moins connu dans le milieu. Il est peu connu à comparer de l'autisme de Kanner. Donc, quand tu es fonctionnel minimalement, que tu peux travailler et que tu n'as pas de déficience intellectuelle, c'est plus compliqué. C'est très compliqué parce que ça nous... c'est une vie comme elle disait tantôt, c'est un parcours du combattant, c'est des dépressions, c'est de ne pas être à sa place, de se faire juger par les membres de la famille parce qu'ils ne comprennent pas qui tu es. Et justement, parlons des membres de la famille. Qu'est-ce que ça a fait quand vous avez eu vos diagnostics, d'avoir auprès des membres de votre famille? Là, vous me disiez tantôt, là, plus jeune, c'était pas drôle. Là, mais... il était tout mort de tout ça. Ah ouais. Non, mais je veux dire, les gens autour de vous, là... non, il a été très compréhensif, vraiment. Là, donc, ils vous ont vu soulager, puis ça fait du bien à tout le monde, dans le fond. Quand je suis arrivé, j'ai un organisme, je suis membre depuis 34 ans. Là, et puis, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, j'ai eu mon diagnostic, je suis autiste. Et, non, c'est ça que je l'ai dit. Elle m'a répondu, à ce temps que tu le sais, tout est réglé.
Non, c'est loin d'être Ça fait réglé. du bien, mais c'est pas réglé. C'est que là, je sais où m'aligner. Là, je suis capable de ramer puis de m'en aller à quelque part. Avant, je tournais en rond. Là, je m'en vais en quelque part. Là. Je sais que je m'en vais en quelque part. Mais le travail, il n'est même pas commencé. Là. Alors, Nolia, ça a été compliqué aussi d'avoir un diagnostic et ça a changé pas mal. Tu nous disais tantôt tes perspectives. Oui. Comment on peut améliorer ça, là, ces changements? Parce que dans votre manifeste, c'est fondamental, ça. J'aimerais ça ajouter quelque chose. C'est que moi, je reste dans Hochelaga, Maisonneuve. Et il y a beaucoup d'itinérants, il y a des jeunes, des sans-abri là-bas. Là, et je soupçonne qu'il y en a plusieurs là-dedans qui sont autistes de canard, qui sont mal diagnostiqués. Là, on tape dessus. Non, c'est des drogués, c'est des ci, c'est des ça. Mais si on vraiment, là, on passait un test de savoir s'ils sont autistes ou pas, on pourrait peut-être en sortir de la merde, là, en fin de compte, Ouais. Je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui bénéficieraient Et ça, c'est fondamental dans le texte. Là. Le fait que c'est compliqué au Québec d'avoir un diagnostic, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont un peu dépourvus, les médecins, peut-être que leurs connaissances ne sont pas à point à ce niveau-là, je ne sais pas. Ben, en fait, excusez-moi, au Québec, c'est une des places les plus faciles d'avoir un diagnostic. Malgré tout. Ah ouais. En France, c'est bien plus dur que ça. Ah oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais en fait, si je peux raconter, moi, comment j'ai eu mon diagnostic, je pense que ça peut peut-être donner une idée. Dans le fond, moi, j'ai eu mon diagnostic en 2019, fait que ça fait pas si longtemps que ça. Je me suis battue pendant 6 ans avec mon médecin de famille et un organisme qui attendait seulement mon diagnostic. Il était convaincu que c'était un organisme, dans le fond, spécialisé dans l'autisme. Il était convaincu que c'était ça. Il attendait juste mon diagnostic pour me rentrer dans leur service, dans leur offre de service. Et dans le fond, j'avais déjà des diagnostics à mon dossier. J'avais trouble de personnalité limite que moi, j'ai toujours refusé parce que ça ne me ressemble pas, mais pas du tout. Et j'avais un TAG, aussi un trouble d'anxiété généralisée, ce que je ne suis pas du tout non plus. Et vu que j'avais ces 2 diagnostics-là à mon dossier, ils ont refusé la demande d'évaluation pour l'autisme parce qu'ils ont carrément dit « Vous avez déjà un diagnostic, prenez des médicaments, ça va passer. » Puis tu les avais pris, puis ça donnait rien. C'était pire. J'avais arrêté mes médicaments parce que j'étais encore moins fonctionnelle que quand je fais un effondrement autistique. C'était juste l'enfer. Puis même, mon médecin de famille avait arrêté les médicaments en mode « ça ne fonctionne pas ». Puis, en fait, c'était une des raisons pour laquelle on avait poussé justement vers le diagnostic d'autisme pour essayer de me faire évaluer. Quand j'ai été finalement, après une bataille pour réouvrir mon dossier, j'ai eu un rendez-vous avec un neuropsychiatre pour une évaluation au public. Mais le problème, c'est qu'il n'a fait passer aucun test, aucune évaluation. Il a parlé avec moi seulement 75 minutes. Puis sa conclusion était « Tu as tous les traits d'une personne autiste, mais je ne te donnerai pas le diagnostic parce que ça ne changera rien. » Ah ouais. Et le problème, c'est que ensuite, avec l'organisme en question, on a été faire des démarches au privé parce que c'était sûr et certain que c'était ça. Même le neuropsychiatre l'avait dit en mode « Tu as tous les traits, mais je ne te donne pas l'étiquette. » Tu sais, je te donne pas l'étiquette, ça ne changera rien à ta vie. Mais en fait, depuis que j'ai mon diagnostic en 2019, ça l'a changé toute ma vie. Parce qu'en fait, j'ai pu structurer ma vie vraiment en se basant justement sur mon autisme et non sur les autres de ce qu'ils attendent de moi. Ouais. Puis en fait, ça a vraiment changé ma façon. J'ai pratiquement plus fait d'effondrement autistique à part quand je me... Là, toi, vraiment, Oui. quand on dit soulagé, c'est le cas de le dire. Là. Oui, parce qu'en fait, les dépressions majeures qui étaient diagnostiquées par le passé, qui étaient finalement des effondrements autistiques, bien en fait, j'en ai pratiquement plus fait ensuite. Puis, en fait, bien, ça m'a permis de faire, OK, tout ça, ça ne marche pas. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Puis, en fait, ça m'a mené justement à avoir l'idée de me baser sur un peu ce qui avait été fait avec le refus global, en mode, hey, on peut faire changer les choses par l'art.
on va écrire Vous êtes un tous texte. artistes, dans le fond. On est là. tous artistes, Vous avez oui. sublimé un peu votre condition en utilisant l'art, là. Bien, c'est sûr et certain que pour une personne autiste, l'art est un moyen d'expression extraordinaire parce qu'en fait, oui, on parle là, en ce moment, là, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile par moment. Tout va dépendre, dans le fond, du niveau de fatigabilité de la personne. Et l'écriture, pour moi, depuis que je suis petite et que je sais écrire, c'est vraiment mon moyen d'expression. Et par l'art, justement, de faire passer les émotions, parce que j'ai tout de même de la difficulté à faire passer mes émotions et les faire comprendre aux autres et comprendre les émotions des autres. Puis l'art permet, paf, je suis en colère, je vais mettre du noir puis du rouge. Ça va bien, ça va être du bleu. Tu sais, c'est vraiment très, très visuel. Puis en fait, l'art permet cette façon de s'exprimer autrement. Puis en fait, c'est vraiment la meilleure manière. Ce qui nous unit, c'est notre autisme, mais c'est aussi notre amour de l'art. Alors, toi, c'est de la peinture. Toi, tu... Art numérique, je fais de la photo depuis 2018-2019. Puis j'ai commencé à peindre dernièrement. Fait que moi aussi, l'art. Au niveau de l'écriture, je suis moins... Mais ça fait du bien de s'exprimer en créant quelque chose. Oui, ça parce libère que ces tensions-là dont on a parlé depuis si tantôt. je libère la personne qui veut se faire comprendre à travers cet art-là. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Isabelle, vous faites de l'artiste Sculpture. de temps en temps? Ou... Sculpture. Sculpture. Poème. OK. Sculpture, parce que de vos mains, vous parlez de votre job. Là, vous êtes, Ben, je me définis un peu comme la poète à qui la scie obéit. Ben, vous êtes bonne avec vos mains. Oui. J'aimerais ça qu'on termine en parlant, parce que vous avez parlé dans le refus global, c'est votre refus global, dire, bon, ben, actuellement, ça ne marche pas, là, il faudrait qu'on change les choses. Il y a la façon de réagir de la médecine, le fait qu'on vous diagnostique que tardivement, que c'est compliqué. On comprend que les médecins ont plus ou moins la fibre positive à cet égard-là, mais nous autres, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a vu des documentaires ou des docu-réalités, puis on a vu des jeunes déficients intellectuels ou qui n'étaient pas capables de s'exprimer, qui n'avaient pas de communication, puis on comprend que, bon, on va essayer de les accueillir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est un but, le but de la manœuvre, c'est, OK, c'est la société qui doit nous ouvrir davantage les bras. Qu'est-ce que nous autres, la société, on peut faire pour vous aider? Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.